Madame l'ancienne conseillère fédérale, Madame Dreyfus, chères toutes et tous, c'est pour moi un grand plaisir et honneur de vous accueillir à l'EPFL à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Journée que nous fêtons avec un léger décalage, puisque le jour J était évidemment, comme chaque année, le 8 mars, soit samedi, mais nous voulions fêter un jour d'affluence sur le campus. Savez-vous quel anniversaire nous célébrons aujourd'hui, le 10 mars? Le hasard du calendrier fait que cette journée coïncide avec la date d'anniversaire de l'élection de Mme Dreyfus au Conseil fédéral en 1993. Madame Dreyfus, vous étiez alors la 100e membre du Conseil fédéral de l'histoire. Que de vos chiffres ont 10, 100, et seulement la deuxième femme après Elisabeth Kopp en 1984, presque 10 ans après. Et vous avez été la première présidente de la Confédération. L'égalité des femmes et les femmes vous doivent beaucoup. Durant vos années en tant que ministre de l'Intérieur, vous avez œuvré pour une meilleure sécurité sociale en complétant le filet des assurances sociales, dont l'assurance maternité. Vous vous êtes engagé pour une meilleure égalité des chances en luttant contre les discriminations de toutes sortes, qu'elles soient fondées sur l'origine sociale ou nationale, ou encore sur le sexe et en matière d'éducation, contre les restrictions à l'admission aux universités et aux autres écoles. Beaucoup d'acquis qui aujourd'hui nous semblent évidents. Et même si entré en vigueur après votre départ au Conseil fédéral, on peut notamment vous considérer comme la mère du congé de maternité payé. Dans cette optique, vous aviez notamment aussi demandé aux EPF, tout en respectant l'autonomie des autres écoles, de mettre en place une déléguée à l'équité et des mesures en faveur de l'égalité. Et les EPF l'ont fait, et ceci a porté ses fruits. En 1993, le pourcentage d'étudiantes à l'EPFL était de 1,6% contre 33% aujourd'hui. Et le taux continue à augmenter. Quant aux femmes professeurs, elles étaient 2,3 en 1994, soit aussi 1,6%, et c'est la première année recensée. Contre, en 2024, 91 femmes professeurs. Comme minorité, les femmes, nous sommes solidaires entre nous et source d'inspiration et d'énergie. Et c'est dans ce sens que le peu de femmes professeurs qu'il y avait à l'EPFL en 2006 ont créé la fondation pour soutenir les étudiantes, la fondation WISH, parce que lorsqu'on réussit, on se doit de donner la main aux autres. Cette fondation, dans laquelle vous êtes investi tant que membre du conseil de fondation de 2007 à 2016, a aujourd'hui encore sa raison d'être. Vous-même avez fait des études universitaires, après un diplôme de commerce et une maturité professionnelle commerciale en cours d'emploi, avec à la clé une licence en sciences économie, mathématiques. Et vous avez été récompensé par plusieurs doctorats honoris causa, entre autres l'Université de Neuchâtel et de Berne. Dans un document vidéo datant de 1984 et que l'on trouve sur le site de la RTS, vous dites « J'aime bien cette biographie car elle est assez typique de quelqu'un qui, au départ, n'envisage pas de faire des études par un certain manque de confiance et peut-être par une certaine vision de son rôle de futur dans la société. Et puis, qui, au fur et à mesure que les choses avancent, se dit « Pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas choisir plus librement en fonction de ses goûts, de ses intérêts? Nous œuvrons pour que ce soit de moins en moins le cas. Notre service de promotion des sciences a plusieurs programmes d'encouragement des jeunes filles qui portent aujourd'hui leurs fruits. Et ceci pour que toutes les femmes et toutes les personnes puissent embrasser les disciplines et les carrières de leur choix. Beaucoup de ces programmes sont possibles grâce à des généreux donateurs et donatrices, et nous les remercions. Madame Dreyfus, vous accueillir aujourd'hui sur notre campus et écouter vos réflexions fait aussi partie de notre engagement vers un campus plus équitable.
Nous nous réjouissons de vous écouter pour votre engagement en faveur de l'égalité et le regard que vous portez sur notre société. Merci beaucoup. Alors, Madame Dreyfus, comme on n'est pas au Conseil fédéral, je vais vous laisser le choix du siège. 2, 4, 6, il en manquerait un. Tout oui, j'ai noté aussi. Très bien. Bon, on n'est pas très centriste, mais... Très bien. Bon, on va pas revenir sur votre biographie parce que ça serait assez long. On peut dire de vous que vous êtes une pionnière en politique. Avant d'être au Conseil fédéral, vous aviez été également la première femme à occuper le poste de secrétaire à l'Union syndicale suisse, et c'était en 1981. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est de savoir un peu comment vous voyez l'évolution de la place des femmes en Suisse, que ce soit du droit de vote, des mentalités aussi. Alors, je sais, c'est une question à tiroir, mais en quelques mots. Bon, après avoir dû se battre pendant un siècle à peu près pour les droits civiques des femmes dans ce pays, nous avons enfin obtenu la possibilité et les instruments, disons, pour participer à part entière à la législation de ce pays et peu après, enfin, ou quelques temps après aussi à des exécutifs. En fait, ce qu'on nous a donné à ce moment-là, c'est pas seulement le droit de vote et d'éligibilité, c'est vraiment les instruments pour changer les lois. Donc, puisque votre première question, c'est qu'est-ce qui a changé au niveau des lois? Énormément de choses. Énormément de choses, à la fois de principes constitutionnels, le fameux article sur l'égalité dans la famille, la formation et le travail, et le fameux article, la phrase qu'il complète sur l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, mais surtout, et ce qui m'a peut-être le plus touchée, parce que ça touchait aussi à la deuxième partie de votre question, celle des mentalités, le droit du mariage et le droit du divorce, qui ont enfin été modifiés. Je ne veux pas rappeler peut-être à quel point ce droit était archaïque, à quel point il cimentait en fait l'autorité masculine dans le foyer, mais également en cas de divorce. Je me souviens toujours avec émotion de certains cas qui avaient pu se produire avant et qui laissaient des femmes totalement dépourvues alors qu'elles avaient consacré leur vie en fait à un mari qui finalement divorçait et mettait la responsabilité du divorce à leur charge parce qu'elles avaient par exemple désobéi à l'ordre de ne pas travailler à l'extérieur. Donc ça a énormément changé. Ce qui a aussi changé, c'est bien sûr dans les assurances sociales, pas toutes, pas la moins sociale peut-être qui est celle du deuxième pilier, mais dans l'AVS, l'AI, etc., la reconnaissance aussi de l'autonomie en fait des femmes et de la nécessité d'avoir une rente qui tienne compte de leur charge familiale. Donc là, il y a vraiment eu beaucoup de changements. Alors on découvre toujours encore des restes de discrimination qui collent quelque part à la législation suisse. Parfois, d'ailleurs, ces modifications se font même au détriment des femmes. On est en train de discuter, comme vous le savez, sur le droit pour les veuves à une retraite et on va l'aligner à la condition moins favorable faite aux hommes, vraisemblablement. Mais je dirais, oui, le travail légal a été fait, largement. La question est de savoir est-ce qu'on a suffisamment d'instruments de promotion de l'égalité. Donc on a supprimé les discriminations, mais est-ce que ça suffit? Je dirais non, certainement pas. Pas de moyens suffisamment vigoureux. Prenons tout simplement la question de l'égalité de salaire entre hommes et femmes, où visiblement on vient de l'apprendre de nouveau. Les règles qui devraient être appliquées ne le sont que par la moitié des entreprises qui seraient obligées de le faire. Donc les lois de promotion, je dirais qu'on les voit surtout au niveau
cantonal et on les voit au niveau, bien sûr, de certaines entreprises publiques en particulier, de l'administration fédérale, mais pas d'une façon générale enserrées dans un système législatif. Les mentalités, est-ce qu'elles ont changé? Oui, certainement. Elles ont changé quand on regarde la jeunesse actuelle et les relations entre filles et garçons, entre jeunes gens et jeunes filles. Mais c'est forcément plus lent que le changement législatif. Finalement, certains éprouvent encore une certaine nostalgie pour un modèle traditionnel, par exemple. J'avoue moi-même qu'avoir vécu dans un couple, dans une famille traditionnelle, c'était une belle famille. Mon père dominait un peu le tableau. Ma mère s'occupait de tout, un peu silencieuse. Il a fallu que mon père décède pour que je me rende compte à quel point c'était une femme forte. Mais le tout était une source de bonheur. Donc voilà, nostalgie certainement, crainte pour certains, charge plus lourde peut-être pour les femmes, parce qu'on leur demande de garder le vieux rôle, mais d'en assumer de nouveaux aussi. Donc voilà, là on attend de voir les générations se transformer et on les encourage à le faire. Alors vous, justement, vous avez décidé d'assumer d'autres rôles en tant que femme et de femme en politique. Et vous avez surmonté plein de défis. Est-ce qu'il y a un défi en particulier je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, mais qui vous a marqué? Non, je n'appellerais pas ça un défi. Il faut tout simplement peut-être prouver que quand on est une femme à Libye, on fait son travail aussi bien que les autres, sinon mieux. Moi, j'ai toujours reconnu être une femme à Libye. J'ai été élue parce que j'étais une femme, mais Madame la Présidente disait que les femmes me devaient beaucoup, mais moi je dois beaucoup aux femmes. J'ai été portée par une vague féministe au Conseil fédéral parce qu'il y en avait marre. Il fallait qu'il y ait une femme de nouveau dans ce gouvernement. Et puis voilà, moi j'étais très fière d'être celle qui finalement avait été encore une fois portée par une vague féministe, mais il fallait que je prouve peut-être aux autres. Et on a un peu tendance, j'espère que ça n'est plus vraiment le cas des femmes qui accèdent maintenant au pouvoir, on a un peu tendance à faire du zèle dans ce cas-là, de se prouver à soi-même peut-être, et de prouver aux autres que si on a été choisi comme femme, on est aussi très bon, très bon. En tout cas, on vous remercie pour le zèle, pour le congé maternité notamment. Peut-être avant la prochaine question, rappelez qu'à l'époque où vous étiez à la tête du département de l'Intérieur, l'éducation et la recherche y étaient rattachées. Vous m'avez dit avant, en coulisses, que vous regrettiez que ça ait changé. Absolument. Et donc, et vous nous aviez dit aussi lors de la préparation, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait beaucoup pour les EPF, ce que pas tout à fait vrai, et notamment vous avez demandé d'appliquer plus d'équité. Je vous laisse nous raconter. Mais oui, j'ai relu la réforme de la loi que j'ai faite avec grand plaisir pour les EPFL, pour le domaine, et j'ai quand même trouvé d'un côté la nécessité d'avoir des responsables de l'égalité dans les écoles et les institutions du domaine, et puis surtout ce qui apparaît presque un peu comme un corps étranger dans la loi, mais que j'admire. Enfin, je suis très heureuse d'y avoir mis ce petit élément, c'est l'obligation de veiller à la garde des enfants, parce qu'il est évident que ne pas avoir la possibilité de voir les enfants s'épanouir dans une bonne structure peut être un obstacle quasi insurmontable pour une carrière féminine dans la recherche et l'éducation. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis dès que j'ai quitté le Conseil fédéral, la participation à WISH en particulier, le suivi de ce que fait le Bureau de l'égalité ici a toujours été un de mes soucis, et un de mes plaisirs. Vous êtes une habituée de l'EPFL, et si on veut bien, voilà, je vous laisse vous retourner,
petites images, souvenirs, donc avec notre ancien président, M. Badou, avec M. Nicoyer aussi également. Et ça, c'était justement la magistrale en 1993, donc l'année de votre élection. Peut-être souligner aussi qu'au sein même, et moi je suis aussi allée chercher des chiffres, au sein même de votre département, vous avez beaucoup fait évoluer la place des femmes, et notamment en promulguant des femmes cadres. Et quand vous êtes arrivé en 1993, vous aviez 266 femmes au sein de votre département et 556 10 ans plus tard. Donc, une jolie progression. Et je précise aussi qu'elle ne l'a pas fait en gardant autant d'hommes. Ça, à peu près une diminution égale du nombre d'hommes au sein du département. C'est-à-dire, c'est facile de se donner, disons, un certain nombre de règles, de moyens d'aboutir à d'abord l'engagement de femmes et la promotion de femmes dans une grande administration comme le département, excusez-moi. Pas de souci. Je crois que la première mesure, par exemple, c'est de dire, quand on a un dossier pour engager quelqu'un, il faut valoriser tout ce que cette personne a fait. On ne peut pas valoriser seulement la carrière professionnelle. On doit valoriser aussi, si je peux dire, la carrière familiale. Il faut se rendre compte de ce que représente aussi une carrière familiale. Ce que ça signifie pendant l'interruption, par exemple, d'une vie professionnelle, de s'occuper des enfants, du ménage, etc. Et donc, ce que nous avons donné comme obligation à tous ceux qui, dans les services, recrutaient du personnel, c'est encore une fois de veiller à ce que toutes les compétences soient prises en compte, et pas seulement celles que l'on utilise d'habitude. Ensuite, c'est aussi celle d'offrir des possibilités de promotion aux femmes et de les encourager aussi à des responsabilités. Dans la mesure où parfois, comme je le disais, ça peut être plus lourd peut-être pour une femme d'accepter de monter dans l'échelle, disons, des responsabilités. Et là, il faut voir quelles sont les possibilités d'alléger ce travail et de le rendre compatible avec d'autres obligations. Je suis assez fière aussi que dans notre service, nous avons introduit dans le département le premier poste de vice-directeur, il s'agissait des archives fédérales, a été exercé en job sharing par un homme et une femme. Et c'était, je crois, le premier cas d'un poste de responsabilité en job sharing, ce qui permettait justement aux deux d'exercer de réaliser leurs vœux. Ce qui avait d'amusant d'ailleurs, c'est que l'homme voulait un job sharing, voulait réduire son temps de travail pour s'occuper de ses enfants, et la femme voulait un temps réduit pour pouvoir poursuivre des études. Génial. Quel conseil est-ce que vous donneriez à une jeune femme aujourd'hui qui a envie de faire une carrière et agir pour plus d'égalité aussi? Bon, je lui demanderais vraiment d'abord de se demander elle-même ce qu'elle désire, j'entends. C'est important, quand on s'engage dans une voie, de savoir que c'est vraiment une voie de laquelle on va attendre du bonheur, tout simplement. Je lui recommanderais certainement de choisir le métier qui lui convient le mieux, justement, dans ce domaine. Et je lui dirais d'emblée que, quel que soit son choix, ce choix ne sera pas définitif. Elle pourra toujours trouver des passerelles, des possibilités de passage, de construction de son savoir et de réalisation, justement, de nouvelles ambitions. Ça a été un de mes grands plaisirs aussi. Je dois le dire, d'ailleurs, ma responsabilité, la responsabilité du secrétaire d'État à la science et à l'éducation, la responsabilité de l'Office dans ce domaine, et donc la mienne aussi, a été une très très belle responsabilité, parce que pendant ces années-là, d'entendre d'ailleurs avec le secteur de la formation et de la recherche appliquée qui était au département de l'économie, nous avons vraiment, je dirais, un peu révolutionné le système. Et c'était quelque chose qui était très réjouissant, parce que
il était facile de trouver des majorités par-dessus les frontières des partis. J'entends la conscience quand même dans ce pays de l'importance de l'investissement dans la recherche et dans l'éducation est une réalité. J'entends, il y a un consensus et donc nous avons pu avancer beaucoup dans ce domaine et en particulier, je crois que nous avons pu avancer dans la prise de conscience encore une fois, de ce trésor de compétences que représentent les femmes. Donc voilà, je dirais aussi, engagez-vous là où vous pouvez, là où vous voulez d'abord, et puis vous aurez toutes les passerelles et les possibilités ensuite de continuer si vous le souhaitez. Donc voilà, mais je leur dirais aussi, veillez à ce que ce ne soit pas toujours vous qui faites... qui lavait la vaisselle et qui reprisait les chaussettes, si ça se fait encore. Pas chez moi, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous diriez quelque chose de différent à un jeune homme, pareil, qui veut faire une carrière, ou est-ce que ce serait le... Non, je veux dire, le message serait exactement le même, bien sûr. Bien sûr, vous savez, l'émancipation des personnes touche autant les hommes que les femmes, j'entends. Moi, j'ai toujours été convaincue que le mouvement de libération des femmes, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque, était aussi un mouvement de libération des hommes. C'est pas drôle d'être contraint dans un rôle particulier et de ne pas pouvoir choisir. Donc, oui, je leur dis aussi exactement la même chose. Okay. On a du temps pour des questions du public et je suis sûre que vous en avez. Sauf erreur, il y a des micros de part et d'autre. Il y en a encore ici. Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec une première question? Allez, moi je vous en pose une encore entre deux, si personne est... Là. Ah si, on a un micro là. Hop. Voilà, comme ça Simon fait son entraînement de fitness en même temps. Parfait. Attends, juste 2 secondes, on y va. Voilà. C'est bon? Bon. C'est bon? Oui. Oui, j'aimerais demander, à votre avis, quelles sont les limites sur le marché d'emploi pour les femmes les plus importantes? Est-ce que c'est surtout la mentalité ou plutôt les craintes que la femme va tomber enceinte ou quelque chose comme ça? Donc, c'est quoi la raison principale d'inégalité aujourd'hui? Ok, bon, il faut bien sûr considérer le poids de l'histoire. Hein. On sort d'une société patriarcale, comme je l'ai signalé tout à l'heure avec cet exemple du mariage et du divorce. On sort d'une situation où la femme et l'homme étaient enfermés dans un rôle spécifique. Maintenant, je dirais les difficultés aujourd'hui, c'est certainement toujours la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le fait que les salaires ne sont pas les mêmes, que parfois pour une femme, disons dans un ménage, disons que si la question se pose par exemple d'une réduction du temps de travail des deux partenaires pour avoir plus de temps pour la vie familiale, il est facile de faire le calcul qu'aujourd'hui, en général, pas toujours, mais en général, il vaut mieux que ce soit la femme qui réduise son temps de travail parce qu'elle gagne et la famille perdra moins de salaire dans ce cas. Donc, c'est le poids de ceci, le poids de l'inégalité de salaire, le manque de crèches, voilà, je dirais, les obstacles. Maintenant, là, vous parlez du fait que les femmes peuvent être enceintes. Je ne crois pas que ce soit un obstacle, surtout pas dans un pays où le service militaire est obligatoire pour les hommes et de ce fait les éloigne aussi de leur vie de travail pendant un certain nombre de temps. Donc, en tout cas, l'idée de ce petit congé de 14 semaines
est quelque chose qui, encore une fois, n'est certainement pas un obstacle, même si ça peut poser certains problèmes à de petites entreprises qui n'ont, disons, par exemple, qu'une employée. Mais comme il y a une assurance, il est facile au moins de trouver une personne de remplacement pendant ce temps. C'est, je crois, la question que vous avez posée en mettant en relation aussi justement le fait d'avoir des enfants qui, voilà, une grande injustice nous est quand même réservée à nous, les femmes. Et on a une question ici. C'est bon, Natacha ? Alors, merci beaucoup pour votre témoignage et surtout pour ce que vous avez fait pour les femmes. Nous observons, donc ma question, nous observons en Suisse quelque part un déplacement du centre politique vers la droite, sûrement en grande partie conduit par une certaine peur. Alors, comment on peut donner envie aux gens de croire à un avenir un peu plus positif, pour qu'ils aient moins peur et pour qu'ils imaginent quelque chose de positif? Vous mettez le doigt sur un sentiment qui effectivement a tendance à se développer, ou en tout cas à être aussi le résultat de discours très centrés sur l'idée de déclassement. L'idée qu'on peut être déclassé par rapport aux étrangers qui viennent prendre notre travail, qu'on peut être déclassé par rapport aux femmes, à qui on donnera par exemple une préférence selon la fameuse règle, tellement difficile d'ailleurs à appliquer, du choix de la femme en cas d'égalité de compétences. Je crois que c'est presque impossible de savoir ce qu'est une égalité de compétences, et donc c'est un instrument très difficile à manier. Donc ce sentiment de déclassement, ce sentiment que l'avenir est un peu plus bouché pour la génération actuelle que pour la génération passée. Hein. Moi, je fais partie d'une génération où on venait nous chercher à l'Uni pour nous offrir un travail. On n'avait pas besoin de faire soi-même, disons, une candidature pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce sentiment, il est naturellement largement suscité par une analyse et un discours discriminant. Encore une fois, envers les étrangers, ça peut être envers les femmes, etc. Mais il y a effectivement, une économie qui pose problème. Il y a pas partout, mais qui pose problème quand même. Il y a une mise en question de la croissance, il y a le risque climatique. Donc, on est dans une période de préoccupation, disons. Et donc, dans cette période de préoccupation, plutôt que de chercher des solutions, on préfère trouver des boucs émissaires. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Eh bien, il faut trouver les solutions. Il faut les défendre bec et ongle. La crise climatique est réelle. Il faut qu'on agisse dans ce domaine. On ne peut pas laisser la chose se détériorer, le climat se détériorer, mais on doit le faire d'une façon qui n'appauvrisse pas les gens. Et quand on parle d'appauvrir les gens, c'est en général toujours les mêmes qui sont appauvris et les autres qui s'enrichissent. Merci de votre question, mais ça dépasse un peu le cadre de ce qu'on peut dire sur cela, mais j'entends une des questions peut-être qui m'inquiète moi, et je le dis très ouvertement, c'est que vous parlez de la droite, une droitisation un peu de la politique. Moi, j'aimerais parler davantage de la raison pour laquelle la gauche n'est pas capable de capter suffisamment ces craintes et d'offrir et de faire passer les solutions qui sont nécessaires. Alors pourquoi ? Certainement parce que le monde du travail a tellement changé que la base naturelle du Parti socialiste, en particulier de la gauche, n'est plus la même. Elle n'existe plus comme elle a existé historiquement.
et que la difficulté est certainement de montrer à ceux qui ne sont pas organisés, à ceux qui sont les perdants de l'affaire quand même, mais qui ne sont pas organisés, qui ne se reconnaissent pas une identité commune, comme cela a été le cas historiquement pour, disons, les ouvriers en particulier. C'est cette portion de la population qui a besoin qu'on réponde à ses besoins, et parfois le Parti socialiste peut donner l'impression de s'intéresser davantage à des questions qui, à mes yeux, sont extrêmement importantes, mais qui prennent trop de place par rapport aux problèmes des gens eux-mêmes. Et c'est certainement la raison aussi pour laquelle certains thèmes aujourd'hui divisent la société, alors qu'ils devraient, au fond, progressivement être surmontés. Vous voyez ce que j'entends par là? J'entends les thèmes qu'on appelle du wokisme, qui sont extrêmement importants, mais qui devraient être formulés d'une façon à ce qu'elles ne divisent pas et à ce qu'elles ne distraient pas de la situation de pauvreté, de précarité, de difficulté de vie d'une large portion de la société. Ok, trouver une juste mesure. Je crois qu'on a une question en haut. Moi, j'ai une question sur votre parcours. Vous avez mis en place des choses assez peut-être nouvelles pour la Suisse et tout. Et du coup, quel était le regard de vos collègues masculins? Enfin, pas forcément collègues, mais de l'environnement politique masculin. Et comment vous avez fait face, si jamais, à ceux qui étaient plus réfractaires? Que dire? Ils trouvaient que j'étais têtue et que c'était peut-être un défaut féminin. Ah, ça c'est... Vous croyez que vous allez vous en tirer avec cette pirouette? Non, j'ai une autre réponse par rapport en particulier à mes collègues du Conseil fédéral. J'ai toujours eu l'impression que c'était plus dur pour eux de m'introduire dans le cercle que pour moi d'en faire partie. En d'autres termes, bon, il faut dire que à l'Union syndicale, j'avais déjà été bien formée à appartenir à une minorité, mais j'avais vraiment l'impression, et je le formulerai comme ça, quand je suis arrivée, j'étais toute seule au Conseil fédéral, et dès que je faisais quelque chose, je voyais une espèce d'interrogation dans les yeux de mes collègues qui disaient, bon, ben, ce qu'elle dit là, c'est un peu bizarre. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est femme? Est-ce que c'est parce qu'elle est romande? Est-ce que c'est parce qu'elle est socialiste? Elle apporte quelque chose d'autre et de nouveau et d'inquiétant. Et heureusement, au bout de quelques années, il y a une deuxième femme qui a été élue, qui portait le même prénom d'ailleurs, Ruth Betzler. Et du coup, il se disait, mais alors c'est pas la femme, c'est pas forcément comme Ruth Dreyfus. Il y a différents types de femmes. Et ça les a beaucoup soulagés. Bravo. Madame Dreyfus, vous avez été une femme admirablement engagée durant votre temps au Conseil fédéral. Après, vous êtes restée toujours très active. Aujourd'hui, vous avez quoi encore comme engagement? Bon, le chapeau commun, je l'appellerais tout simplement droits humains, mais avec une concentration sur 2 ou 3 thèmes. Le droit à la santé, l'accès à la santé, l'accès aux médicaments, bien sûr le développement de l'assurance maladie, les corrections des défauts qu'elle peut encore avoir, alors que c'est quelque chose dont je suis malgré tout très heureuse que nous l'ayons. Et puis, lié à cela, à cause de mon expérience tout simplement de l'épidémie du sida et des questions de drogue, je continue dans ce domaine, en particulier les questions liées à la politique en matière de drogue. Et puis, depuis que je suis, je crois, enfant, je trouve qu'il y a un grand scandale
et c'est la peine de mort. Et donc, je continue à militer, mais là, c'est vraiment de mon enfance et jusqu'à mon dernier souffle, je pense, que je m'impliquerai en faveur de l'abolition de la peine de mort. Ce n'est pas possible de tuer de sang-froid quelqu'un, ce n'est pas possible de croire que ça réduira les crimes, ce n'est pas possible de croire que voilà, la vengeance peut être exercée par l'État. Au contraire, l'État est là pour qu'il n'y ait pas de vengeance, mais pour qu'il y ait la justice. Je crois qu'on a le temps de prendre encore une question, s'il y en a une, ou peut-être même deux. Ah, alors, on en prendra deux. On va commencer par... Bonjour, je suis là. Merci beaucoup. Donc, ce week-end, dans la presse, il y a eu beaucoup de nouveaux chiffres qui sont sortis, et notamment dans le The Economist, qui faisait un classement des pays en fonction des conditions de travail des femmes. Et la Suisse est 26e sur 30 dans ce classement. Donc, il y a même le titre qu'on dit que la Suisse est un des pires pays pour travailler pour les femmes. Je pense qu'à l'EPFL, on est un peu dans une bulle, et donc on est bien protégé à ce niveau-là. Moi, je me pose toujours, en tant que je suis française d'origine, de comment ça se fait qu'un pays comme la Suisse, qui est premier en termes d'innovation, n'arrive pas à rattraper ce retard avec un système qui reste archaïque. Je pense notamment les coûts de garde d'enfants, les horaires des écoles, les taxations des couples mariés. Donc, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réformer ce système, et comment vous réagissez au fait que la Suisse reste 26e à ce classement des pays de l'OCDE ? C'est la honte, bien sûr, mais comme je l'ai répondu à monsieur, on a vraiment gardé beaucoup plus longtemps que d'autres pays ce système patriarcal. Notamment, on a complètement invisibilisé la contribution des femmes à la société en les cloisonnant, disons, dans leur contribution à la vie familiale. Et lorsque je dis cela, c'est quand je pense aussi à l'effet de promotion de l'égalité qu'ont eu les conflits mondiaux, par exemple, dans les pays qui nous entourent. Le fait que l'on a reconnu à ce moment-là l'importance des femmes dans le monde du travail. Encore que, vous connaissez la fameuse histoire de Rosie la rifteuse. Pendant la guerre aux États-Unis, on faisait tout pour que les femmes travaillent dans l'industrie d'armement. Et on les culpabilisait en disant comment si vous ne travaillez pas, vos pères, vos frères, vos fils risquent d'être dépourvus d'armes sur le champ de bataille. Et puis après la guerre, on leur a dit comment est-ce que vous pouvez prétendre garder une activité professionnelle alors que le père, le fils et le frère reviennent de guerre et ont besoin de travailler. Donc voilà, malgré tout, les droits de vote féminins ont été presque toujours accordés à l'issue soit de la Première, soit de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous n'avons pas vécu cette terrible leçon. Merci. On avait une question là. Alors, j'aimerais d'abord vous remercier parce qu'il y a 35 ans, vous aviez si gentiment répondu à mes questions sur un travail à l'Université de Genève sur la négociation syndicale. Et puis, on a parlé de durabilité d'effets climatiques. Est-ce que vous pensez que la femme a un rôle à jouer par rapport à ça ? Et vous avez parlé du déclassement. J'ai la chance d'enseigner la pleine conscience à l'EPFL pour la santé mentale et émotionnelle. Ne serait-il pas temps que l'éducation au niveau sociétal nous apprenne à nous relier à notre cerveau de mammifère qui nous relie plutôt que de laisser la place au cerveau reptilien ? Oui, je ne sais pas. J'espère que vous n'avez pas raison dans ce sens-là et qu'on n'apprend pas à accepter les seconds rôles, si vous voulez. Et je crois que dans les écoles aujourd'hui, on n'a pas ça. Même si, là aussi, vous savez,
s'engager en politique, réfléchir en politique d'ailleurs, ça demande toujours une réflexion très, très fine aussi sur les mécanismes justement de progrès ou au contraire les mécanismes de conservatisme ou de régression. Et c'est intéressant de voir par exemple que dans les écoles où nous avons promu pendant des décennies l'école mixte, hein, garçons et filles, il y a eu, en tout cas il y a quelques décennies, toute une discussion pour savoir si ça n'était pas au préjudice des filles. Pourquoi parce que l'on avait l'impression que les garçons, en particulier à l'école primaire, étaient plus agités, plus turbulents, plus bruyants, et que donc les enseignants non seulement s'occupaient davantage d'eux, mais en même temps demandaient aux filles de stabiliser l'ambiance dans la classe. Donc oui, c'est des mécanismes extrêmement fins qui tiennent aussi à la psychologie, dans ce cas des enfants, mais aussi des enseignants, qui montrent que, encore une fois, on peut changer les lois, on peut promouvoir le progrès, on doit rester extrêmement attentif à ce fine-tuning, disons, des relations entre les genres, pour être certain que, encore une fois, un progrès ne soit pas par ailleurs aussi un pas en arrière. Et là, j'entends puisqu'on s'approche de la fin, je crois, j'entends une de mes croyances qui m'a toujours orientée en politique aussi, que ce soit, quelle que soit la responsabilité ou l'activité militante que j'avais, c'est d'être persuadée que la politique peut amener de grands progrès, j'entends, mais qu'aucune décision n'est jamais purement bonne. Qu'il y a toujours également des gens qui peuvent être amenés à subir un désavantage alors que d'autres subissent un avantage. Alors la solution, c'est bien sûr pas de ne pas agir en faveur de ceux qui en retirent un avantage, mais d'évaluer, d'analyser de façon extrêmement précise quels sont les effets secondaires d'une décision politique. Et donc, c'est un mouvement perpétuel, parce qu'il faut à ce moment-là se donner les moyens de corriger, d'évaluer d'abord. J'attache énormément d'importance à l'évaluation des politiques publiques et ensuite de reprendre le chantier. En fait, on est toujours dans un chantier où il s'agit à la fois de construire et d'éviter que certains risquent de se retrouver sous les gravats. Merci. Une dernière question de ma part. Si vous aviez une baguette magique pour la jeunesse, qu'est-ce que vous leur offririez ? D'avoir confiance en eux, de savoir qu'ils sont valeureux et de grande valeur. Merci. Et je crois que sur ces paroles, on peut vous applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc j'invite pour la suite Quentin à nous rejoindre. Merci. Bien, j'invite nos panélistes d'aujourd'hui à venir s'installer. Donc on vous propose une discussion aujourd'hui sur le thème de quelle égalité, diversité et inclusion on voudrait. Donc je propose à Hélène de se mettre là, ensuite Vincenzo, ensuite Pamela, ensuite Nicolas et ensuite Christophe. Là-bas, comme ça, enfin dans l'ordre. Pardon. Donc je m'appelle Quentin Delval, je travaille au bureau de l'égalité ici à l'EPFL depuis le mois de septembre. Et je vais m'asseoir comme tout le monde. Et donc, on l'a entendu dans la discussion qu'on a eue juste avant avec Mme Dreyfus, il y a une polarisation qu'on constate aujourd'hui mondiale sur ces questions d'égalité, diversité et inclusion. Et donc dans ce contexte, on a voulu réunir plusieurs personnes qui ont un point de vue différent sur ces programmes d'égalité, sur ces valeurs d'égalité, diversité et inclusion, pour réfléchir à
ce qu'on essaie d'atteindre, avec quels moyens, et comment on peut répondre effectivement aux préoccupations qu'on entend, qu'on peut apporter l'égalité qui est nécessaire aux personnes qui en ont besoin, mais aussi répondre aux préoccupations des personnes qui peuvent exprimer des critiques. Je vais brièvement présenter chacune des personnes présentes, vous poser une question dans l'ordre, quelques minutes, on a environ 45 minutes, et puis ensuite on aura un petit moment de discussion. Hélène Fugger, vous êtes la chef du bureau de l'égalité de l'EPFL, où vous avez mené déjà 2 plans quinquennaux pour l'égalité, diversité et inclusion. Donc vous avez une vision panoramique de ce qui se passe sur le campus et des besoins des différents publics. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans le milieu académique au niveau de l'égalité, précédemment aussi à l'Université de Fribourg. Vous êtes aussi la présidente du réseau IDEAS, qui est l'association suisse des universités et HES pour l'égalité, diversité, inclusion. À côté de vous, il y a Vincenzo Iacovello Frédéric. Vous êtes docteur en psychologie sociale et vous êtes chargé de cours et maître assistant à l'Université de Genève. Et vos recherches concernent les relations, si j'ai bien compris, entre groupes sociaux, avec une emphase sur les normes de masculinité, sur la discrimination intergroupe et la recherche de statut. Et vous donnez aussi des ateliers de sensibilisation aux préjugés ethniques et raciaux. Pamela Onyenyako, vous êtes historienne des féminismes noirs en Europe et fondatrice de la plateforme Afrolite qui valorise la littérature afrodescendante. Vous êtes aussi co-autrice d'un livre qui s'appelle Undoing Race, qui aborde la question du racisme en Suisse. Et vous êtes aussi médiatrice culturelle, proposez de la médiation dans diverses institutions. Nicolas Vincent-Reeds, vous avez 30 ans d'expérience dans des environnements internationaux qui vous ont montré que l'ignorance en termes de différences culturelles amène beaucoup de difficultés et d'obstacles. En 2010, vous créez votre société pour connecter les individus de cultures différentes. Aujourd'hui, vous agissez pour apporter de l'agilité relationnelle à des personnes en intégrant les principes égalité, diversité, inclusion, pour créer des environnements de travail qui sont inclusifs et ouverts. Et vous êtes ici à l'EPFL chargé de cours depuis 2013 en leadership et management dans un contexte global. Et enfin, Christophe Vanière, capitaine de l'école 42 à Lausanne, qui est une école d'informatique ouverte à toutes et tous, quel que soit leur genre, leur âge ou leur diplôme. Vous êtes signataire d'une lettre ouverte dans le temps récemment, qui était intitulée « Sans diversité, pas d'avenir pour nos entreprises », qui était co-signée avec 60 autres dirigeants romans. On pouvait y lire « En tant que dirigeants, nous avons eu une responsabilité éthique, sociétale, mais aussi économique de promouvoir des environnements de travail inclusifs et respectueux. » Et donc, je vais vous poser une question, comme je l'ai dit, dans l'ordre. La première question pour vous, Hélène, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez nous définir ce que ça veut dire égalité, diversité, inclusion, ou équité, diversité, inclusion, EDI, et en fait, pourquoi c'est important à l'EPFL? Donc, effectivement, tu m'as posé la question sur l'acronyme, donc EDI ou DEI, comme on l'entend aussi, donc ça fait référence à égalité, diversité, inclusion, ou équité, diversité, inclusion. C'est des termes qu'on entend de plus en plus aussi en Suisse depuis quelques années. Et au fond, cela montre que le mandat des bureaux de l'égalité s'est diversifié et s'est élargi depuis un certain nombre d'années, disons, conformément d'ailleurs au mandat légal. Il faut peut-être rappeler, mais Ruth Treffus l'a bien sûr déjà dit, que les institutions suisses et aussi les autres écoles ne se sont pas forcément précipitées en la matière. L'article constitutionnel sur l'égalité entre femmes et hommes, qui contient donc vraiment un mandat direct aux autorités législatives et exécutives d'agir, donc aussi aux autres écoles. Elle date de 1981, mais c'est seulement à partir des années 90 et encore dans la deuxième moitié que les institutions ont commencé à établir des bureaux de l'égalité, ont commencé à prendre des mesures. De la même manière, les articles constitutionnels contre la discrimination pour d'autres catégories, ou encore l'égalité pour les personnes en situation de handicap, ont été votés, me semble, à la fin du siècle passé. Et voilà, aujourd'hui, on se rend compte combien encore on a du travail à faire pour permettre à ces gens de bénéficier de l'égalité des chances. Donc voilà, si les institutions comme les PFL ont des bureaux et des programmes égalité, diversité, inclusion, c'est parce que ça répond vraiment à un besoin
des sociétés aussi qui deviennent de plus en plus diversifiées, notamment aussi la société suisse. Et puis c'est important que toutes les personnes puissent se dire « oui, I have a fair chance hein, », pour utiliser cette expression. Voilà, j'ai quelques exemples. Enfin, volontiers, oui. Une postdoctorante qui va avoir un enfant, alors il faut déjà les crèches, mais les conditions du postdoctorat va faire que ce n'est pas la crèche une précondition de base, mais ça ne suffira pas pour s'assurer qu'elle puisse envisager et se dire j'ai les mêmes chances de poursuivre ma carrière académique au même titre que ses collègues masculins ou des collègues avec ou sans enfants. Donc il faut d'autres mesures pour s'assurer qu'elle puisse continuer ses recherches, aller aux conférences et qu'elle n'ait pas un désavantage, disons, qu'une baisse temporaire des publications ne signifie pas simplement la fin de ses ambitions académiques. Une élève en situation de handicap, à l'école secondaire ou peut-être au gymnase, elle doit pouvoir se projeter au même titre à l'EPFL que n'importe laquelle ou lequel de ses camarades de classe. Elle doit avoir des exemples de femmes qui ont réussi à l'EPFL, mais aussi peut-être, pas seulement peut-être, des exemples de personnes en situation de handicap qui étudient et qui travaillent avec succès. Elle doit avoir accès aux informations aussi facilement que toutes les autres et savoir que l'infrastructure et les services sont là aussi pour elle. Donc il ne faut pas s'attendre ou attribuer une responsabilité démesurée sur ces personnes pour devoir se battre 3 fois plus pour avoir les mêmes chances. Donc il faut voilà. Ou encore une professeure, j'utilise le terme féminin puisqu'on fête le 8 mars, une professeure qui vient de l'étranger, elle doit pouvoir s'attendre à trouver un environnement de travail respectueux et sans, qui lui permette de s'intégrer pleinement. Et puis, si elle fait face à des difficultés ou des propos haineux, elle doit compter dessus sur des services qui la soutiennent et qui fassent ce type de comportement. Voilà. Donc, pour résumer, les mesures en faveur de l'égalité, diversité et de l'inclusion se basent sur les principes ancrés dans notre Constitution. Ça me semble vraiment très important, ces principes de base. Et elles sont essentielles pour les PFL pour pouvoir exceller tant dans l'enseignement que de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce point de vue sur à la fois l'ancrage un peu réglementaire, mais aussi sur les exemples de ce que ça représente à l'EPFL. On va peut-être passer le micro. Voilà, on va passer le micro à Vincenzo. Et alors la question que j'ai envie de vous poser à vous, c'est quelle est, de votre point de vue, votre analyse en fait des changements sociétaux qu'on voit arriver maintenant? Quel est leur impact sur ce qu'on a déjà nommé dans la discussion précédente, d'une forme de polarisation entre des camps, soit idéologiques, soit même entre hommes et femmes, ça peut arriver aussi. On a déjà eu des questions ici qui ont été posées en public sur ça. Quelle est votre analyse de ça? Alors, en effet, d'abord, il faut savoir que on traverse des périodes de changements sociétaux relativement importants, ça a déjà été mentionné. Et ces périodes-là viennent avec un certain nombre de conflits. Donc ça, c'est inhérent aux changements sociaux. Les changements sociaux, ils sont drivés et ils viennent avec des conflits entre différentes parties de la société. Ces conflits-là, ils peuvent prendre des formes relativement différentes et notamment, ils peuvent être relativement polarisés. Donc, le conflit n'est pas mauvais en soi et même parfois le fait de ne pas du tout avoir de conflit, ça fait qu'on va légitimer le statu quo dans la société. Donc la question, c'est de savoir à quel moment ça arrive à un stade où on devient vraiment très polarisé. Donc effectivement, les données semblent montrer que globalement, dans une quantité assez importante de pays, et notamment en Occident, il y a une polarisation entre les hommes et les femmes. Les hommes tendent à devenir plus conservateurs, les femmes plus progressistes, et c'est notamment le cas en Corée du Sud, par exemple. Là, c'est vraiment très très fort, mais notamment dans les pays occidentaux, c'est également observé. Mais au-delà de ça, on remarque aussi une polarisation au sein des groupes de genre, donc simplement une polarisation idéologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, en tout cas qu'on peut étudier grâce à des méthodes expérimentales. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est que contextuellement, on va
mettre les individus dans un mindset qui fait qu'il y a des changements sociaux. Donc, par exemple, on leur dit qu'il y a un article de journal qui mentionne des recherches qui montrent qu'il y a des changements sociaux. Alors, par exemple, on dit que les hommes tendent à devenir de moins en moins masculins avec le temps, versus des situations dans lesquelles on leur dit en fait, les hommes ils sont tout aussi masculins qu'avant. Puis on regarde ce qui se passe sur différents types d'indicateurs. Massivement, ce qui se passe, c'est que les hommes, souvent, ils réagissent de manière défensive. Aïe, 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 les hommes ils deviennent de plus en plus masculins, il va falloir qu'on rectifie ça. Alors, rectifie ça, notamment en devenant un petit peu plus homophobes, ils deviennent un petit peu plus sexistes, ils sont moins à l'aise avec les questions de harcèlement sexuel, ils réagissent de manière moins vite, et aussi, notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils tendent à socialiser leurs enfants de manière plus genrée. Ils vont davantage encourager un enfant, un garçon, à jouer avec des camions et une fille à jouer avec des poupées. Donc ils essaient de rectifier ce qui est en train d'arriver. De manière importante, ça c'est surtout le cas des hommes qui ont déjà un certain attachement à des valeurs traditionnelles, à des rôles de genre qui sont traditionnels. Parce qu'on observe même, dans certains cas, une dynamique inverse chez les hommes qui ont des attitudes moins traditionnelles. Donc chez eux, le fait de voir que de plus en plus d'hommes deviennent moins masculins fait en sorte qu'eux-mêmes vont le devenir moins. Donc on remarque par exemple des degrés de sexisme moins forts et puis moins d'inconfort par rapport au fait de devoir déclarer constamment son hétérosexualité. Donc ils sont plus à l'aise avec ce genre de questions. Donc vous l'avez bien compris, lorsqu'il y a des changements sociaux, les différences qui étaient là, elles augmentent. Voilà. Donc c'est une manière aussi de montrer comment le fait d'avoir en tête qu'il y a des changements sociaux vont faire en sorte que ça va polariser des attitudes qui sont préexistantes. À ça, il faut ajouter qu'on vit dans un monde dans lequel les formes de communication, finalement, elles ont explosé. On ne communique plus du tout de la même manière qu'avant, notamment par rapport à ce qui se passe en ligne, les réseaux sociaux. On est sous un flux de communication constant et c'est quelque chose que l'être humain, finalement, il n'a pas appris à gérer. Ce n'est pas la même chose de gérer 150 personnes dans un village que des milliards de flux de communication comme ça qu'on peut voir chaque jour. Ce qui fait que les réseaux sociaux, en fait, eux aussi, ils contribuent fortement à la polarisation. Le problème de cette polarisation, c'est que ça va créer pas juste des dissensions en termes d'opinion, ça évidemment, ce sera toujours le cas, il y aura toujours des dissensions d'opinion, mais c'est que ça crée des camps idéologiques dans lesquels on va arrêter de traiter le message pour ce qu'il est, mais on va plutôt se focaliser sur les gens par rapport à ce qu'ils sont. Et donc on est moins ouvert à la position de l'autre, on va moins s'intéresser à éventuellement la validité que le message de l'autre peut avoir. Donc ça fait qu'il y a moins de flexibilité cognitive et puis on tend à avoir un esprit critique qui est un petit peu affaibli. Or, ce qui se passe, c'est que les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, ce sont des choses qui sont complexes. Il faut réfléchir à ça, il faut débattre, il faut en parler, etc. Il faut que différentes parties prennent une place dans ce débat-là. Il n'y a pas des décisions qui sont toutes faites. Et du coup, si ce débat-là il n'a pas lieu, ce qui peut se passer, c'est qu'on va partir sur des décisions qui sont totalement drastiques, comme celles qu'on peut voir au sein de certaines entreprises, mais notamment aux États-Unis, dans laquelle on se dit notre camp il a gagné, voilà ce qu'on va faire. Et donc la solution qui peut arriver, c'est juste on arrête les politiques de DEI. Oui, donc ça fait écho aussi à ce que Mme Dreyfus disait sur il n'y a jamais de décision absolument bonne et à ce que vous dites sur le conflit peut être positif pour avancer. Ouais. On va passer le micro à Pamela, sauf si on en a déjà un. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, on a entendu qu'il y a cet ancrage légal, qu'il y a cette utilité pour des institutions comme le PFL, on comprend des mécanismes de polarisation actuels. On a eu un pan historique du progrès de la condition des femmes en Suisse. De votre point de vue, on en est où sur l'égalité pour les droits des femmes en Suisse, et en particulier des femmes qui sont racisées ou qui appartiennent à des minorités sociales ? Merci pour cette question et merci pour l'invitation. Alors moi, je suis historienne, donc je ne suis pas à faire des analyses sur là où en sont les politiques et notamment leurs effets sur les femmes qui peuvent être victimes de racisme dans le pays. Ce que je constate, en tout cas, qui est un des enjeux qui demeure et qui a déjà été historique,
Donc ça c'est un peu une déformation professionnelle. Quand on est historien, on a l'impression que les choses sont très cycliques et se répètent, ce qui fait qu'à titre personnel, j'angoisse. J'ai l'impression que j'angoisse moins, parce que je me dis, ah oui, on connaît. Et en fait, voilà. Donc je dirais qu'un des enjeux qui se présente à l'heure actuelle et qui s'est déjà présenté de manière très cyclique, mais vraiment au cours du XXe, pour l'ensemble de l'Europe, et en tout cas à partir des années 80 pour ce qui est de la Suisse, au moment où les femmes immigrées aussi, déjà années 70, mais vraiment au moment où les femmes immigrées participent à l'agenda féministe, c'est comme s'il y avait à chaque fois quand même une double lutte à mener, c'est-à-dire qu'en fait il y a la lutte à mener pour déjà être inclus par les mouvements, alors là on parle de l'égalité homme-femme, donc déjà être inclus par les mouvements féministes, avec tous les conflits, on parlait de conflictualité, tous les conflictualités que ça engendre, les renégociations, et pas juste, ok, on vous met là pour des conditions spécifiques, qu'est-ce que ça vient faire à l'agenda féministe de manière générale. Donc ça en soi c'est déjà un combat, et ce combat-là, pour le moment, il est en cours, je dirais. Il est en cours, on voit que c'est bénéfique finalement à l'ensemble du mouvement, mais ça vient avec son lot de challenges. Et je pense que là, s'il y a un appel, c'est de ne pas lâcher, de continuer à accepter. Je suis aussi pour, et il y a de nombreuses féministes noires qui l'ont aussi thématisé, alors je pense notamment à Audre Lorde, qui ont dit, mais du moment que nos différences, même quand il y a de conflictualité, nous permettent de créer, de produire ensemble, on arrive à, il faut qu'elles soient bénéfiques. Il ne faut pas, si on peut, ne pas lâcher. Alors, c'est plus facile quand on est en position majoritaire dans ces cas-là de faire l'effort, de se dire, comment est-ce qu'on peut faire en effet pour que les choses changent, que d'être dans une position d'autant plus minorisée où ça demande encore plus de charges. Donc il y a ce combat-là, et ensuite il y a le combat de mettre à l'agenda général, c'est-à-dire que par rapport à la société dans son ensemble, s'il s'agit en effet, et c'est le cas, de promouvoir, mais aussi de défendre les acquis, parce que je pense que là on en est, on est à défendre des acquis, ou en tout cas ce qu'on pensait être acquis mais qui ne l'est jamais vraiment, c'est comment est-ce qu'on le fait ensemble. Et j'ai l'impression on le remarque, en tout cas pour les personnes qui sont à la fois dans la recherche et les mouvements, que ces deux combats sont en train d'être menés ensemble. Et que le défi, en fait, c'est que c'est en train d'être mené ensemble et qu'il va falloir faire avec. Et ce qu'on peut observer peut-être en effet par polarisation, mais j'ai l'impression aussi par stratégie, peut-être erreur stratégique, c'est que ça soit les luttes féministes, les luttes antiracistes, ou la lutte de classe, par stratégie, il y a cette décision, on va se focaliser sur un enjeu. Tout le monde doit se rassembler sur cet enjeu parce qu'en fait, on est minoritaire. Et puis, une fois qu'on aura percé, là, on ajoute le reste. En fait, historiquement, ça n'a pas marché. Et je pense que quand on a un réservoir d'histoire humaine aussi vaste qu'on l'a aujourd'hui, notamment via l'investissement qu'on a mis dans la recherche, il faut aussi qu'on en fasse quelque chose. Donc si on voit que ça ne marche pas, il faut essayer de voir pourquoi et en effet comment ça va marcher. Alors, Dreyfus, vous parliez d'évaluation. Je pense que les personnes qui font de l'histoire permettent aussi ce type d'évaluation. Et là, en effet, un des appels, ce ne serait pas d'être dans cette stratégie, c'est-à-dire que nos politiques égalitaires sont menacées, donc on va rester dans quelque chose de très homme-femme classique, et puis on va commencer à dire mais en fait les personnes qui mettent aussi à l'agenda la question raciale parce qu'elles sont femmes et racisées, ou les personnes qui mettent à l'agenda les questions des sexualités parce qu'elles sont femmes et queer, on va dire non mais en fait vous allez attendre. Ça, je pense que c'est plus possible à l'heure actuelle et que ce serait un retour en arrière inadmissible pour le mouvement des femmes en Suisse en ce moment. Merci beaucoup. On passe la parole à Nicolas. Vous, dans vos enseignements et dans aussi les activités que vous avez de conseil en fait envers des entreprises, vous êtes au contact d'un terrain où vous voyez beaucoup de choses par rapport à ces thèmes d'égalité, diversité et inclusion. Qu'est-ce que vous constatez en termes d'adhésion ou de rejet d'un côté et de l'autre par rapport à ça? Oui, alors... Allô? Oui. Alors, je veux juste... Beaucoup de mes mandats sont dans le secteur privé et sur la thématique de l'EDI. Et quand on développe le D, c'est pas seulement la diversité de genre, mais aussi, comme on a pu voir, la diversité ethnique, religieuse, générationnelle, les neurodiversités. Donc souvent dans mes mandats, je suis appelée à adresser cette diversité-là.
on pense tous aux changements qu'on a entendus et vécus de ce début d'année avec le gouvernement Trump, où pas mal de sociétés ont pris leur distance avec tout ce qui était EDI. Mais j'ai constaté qu'il n'a pas fallu attendre ça pour qu'il y ait des changements. Ça fait à peu près 1 année et demie que je constate qu'il y a un mouvement, un peu de recul par rapport à ces problématiques. En tout cas, ce sujet. Et je dirais que là, il faut distinguer 2 types de sociétés. Il y a le type de société qui croit en l'EDI, qui sait qu'une entreprise ou un groupe divers bien géré va être plus innovant, plus inclusif, plus créatif, va prendre de meilleures décisions. Ensuite, dépendant de leurs moyens, ils vont passer soit de l'influence de leur processus pour, par exemple, éviter des biais, les processus de développement au sein de la société. Ils vont créer des groupes employés représentant des minorités, des ambassadeurs EDI au sein de la société, des formations. Et je pense que ce type de société-là, je constate que même s'il y a des changements, comme ce qu'on a pu voir là aux États-Unis, ils ont l'EDI ancré dans la culture d'entreprise, dans les comportements des employés. Ça fait partie de l'ADN de la société. Et il va falloir un moment avant que des comportements changent ou que l'EDI là soit mis à mal. Ensuite, il y a un deuxième type de société, eux qui ont adopté l'EDI parce que, en gros, il fallait le faire, suite à certains mouvements comme Black Lives Matter ou le mouvement MeToo, ou alors il fallait suivre des normes ESG ou pour attirer certains talents. Alors celles-ci, elles ont pas alloué beaucoup de ressources pour tout ce qui était EDI. Elles en ont peut-être parlé dans leur vision, dans leur stratégie, mais ça n'a pas impacté toute la société. Je vais vous donner un exemple, par exemple Starbucks. Qui, suite à un incident où 2 personnes afro-américaines, 2 hommes afro-américains ont été arrêtés, accusés d'intrusion. Mais en fait, ils tenaient une réunion d'affaires dans les cafés. Eh bien, ils ont fermé 8000 cafés pour une journée pour former 175 000 employés au biais raciaux. Donc vous imaginez le problème de réputation pour l'entreprise. Parce que c'est un employé de Starbucks qui avait appelé la police sur ces personnes. Oui. Okay. Vous imaginez les dommages de réputation, l'image de l'entreprise, puis aussi le coût pour l'entreprise de former 175 000 employés et de fermer 8000 cafés. Je constate aussi à travers mes mandats qui tournent autour du sujet de l'EDI qu'il y a des sociétés qui vont faire appel à moi, surtout suite à des problèmes. Donc, et ensuite, ils aimeraient une formation de 2 heures par webinaire, idéalement sans feedback et sans suivi. Alors, ou alors on a envie de sensibiliser à ce sujet-là pour un petit peu anticiper des difficultés. Une autre entreprise qui m'a appelée parce que suite à une acquisition, pour qu'on puisse un petit peu créer l'awareness autour de la collaboration avec des gens qui sont d'une autre culture. Alors oui, c'est mieux que rien. Mais la graine de cette formation ne va pas retrouver le terreau nécessaire pour pouvoir prendre racine et puis porter ses fruits. Mm-hmm. Merci beaucoup pour cette preview, on va dire, cette overview de ce qui se passe. Christophe, vous voyez quoi dans une école comme la vôtre comme importance et comme utilité quelque part concrète de égalité, diversité, inclusion dans votre pratique de capitaine de l'école? Alors, il y a 2 aspects, c'est qu'on est une école d'informatique. L'informatique, c'est 50% d'utilisatrices, si je prends l'exemple de l'égalité des genres, et on a quand même des impacts assez concrets sur la vie de tout le monde quand on fait de l'informatique. Donc ça, c'est un premier élément, c'est important de représenter cette diversité. Si l'informatique est faite par des hommes blancs de 25 ans qui parlent anglais dans la Silicon Valley, on va droit dans le mur. C'est à peu près la situation actuelle. Si c'est fait par les gens que je croise à la Migros,
On a peut-être une informatique qui sera beaucoup plus humaine, et vu la tendance actuelle et les impacts que ça a sur la société, c'est ce que je souhaite en tant que directeur d'école. L'autre élément, parce que je parlais des genres, on a aussi une école qui n'a pas de prérequis, c'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas fini l'école, qui n'ont pas de CFC, qui ont un CFC de cuisinier ou qui ont un master en droit, et qui font l'école. Donc on a aussi une diversité des cursus. On a aussi une diversité des âges, vu qu'on a une école où il n'y a pas d'horaire parce qu'il n'y a pas de prof, et que en fait, j'ai des gens de 18 à 60 ans et une moyenne d'âge de 28 ans. Donc en fait, cette diversité, je ne parle même pas effectivement de l'origine culturelle, enfin, il y a plein de diversités. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille dans une école où on met en avant l'intelligence collective, parce que justement, on n'est pas dans un modèle top-down avec un enseignant qui enseigne, mais on est dans un modèle collaboratif où en fait, on apprend les uns les autres sur la base de nos expériences, et bien plus on est différent, plus l'intelligence collective fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé à la base de ce choix et de cette promotion de la diversité. Et ça parle à certaines personnes. Alors le corollaire dans notre école, c'est qu'effectivement, il faut que les gens jouent le jeu. Et on les sélectionne sur ces critères-là, notamment. Je dis souvent, chez nous, on supprime les connards. C'est un des rares fois où je ne mets pas le mot féminin. Donc les 3% de connards qu'on a en entreprise, nous, on ne les prend pas, même s'ils sont très bons. Et en fait, ça change tout dans l'environnement. Il ne faut pas avoir peur de dire ça aussi, notamment dans le respect des uns des autres. Et ça, c'est un élément qui est important. Donc ça, c'est un élément qui est important dans la partie formation. Et l'autre élément que j'aimerais partager, c'est qu'on est en fort lien avec les entreprises. Donc on est une école qui est gratuite parce qu'elle est financée notamment par les entreprises. Et ce qui est important, c'est de voir quel relais on va faire dans le monde de l'entreprise pour changer la culture de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises dans l'informatique. Donc bien évidemment, les femmes, si je reviens sur la question du genre, sont assez sous-représentées. Et souvent on me dit, il y a 30% de femmes dans les startups. Alors si vous enlevez les RH, le marketing, le user interface design, il y en a beaucoup moins tout d'un coup. Alors les gens me disent, j'aimerais plus de diversité. Je dis, OK, c'est cool, on va travailler avec vous. Et quand j'ai une entreprise partenaire qui vient à des journées de recrutement avec des autocollants aubergines et des capotes, je lui dis, tu n'as pas compris le message, fondamentalement. Donc il y a quand même ce travail-là à faire déjà pour créer un environnement en entreprise safe où on se sent bien respecté, compris pour qui on est, et puis on peut travailler là-dessus. Et puis l'étape d'après, c'est aussi permettre la progression de carrière, parce qu'une fois qu'on a fait notre travail, c'est super, et tout d'un coup on se retrouve avec des femmes ici majoritairement, mais pas que, qui tout d'un coup sont bloquées. Parce que maternité, parce que oui, mais j'ai pas envie de prendre des responsabilités, etc., etc. Et par exemple, aujourd'hui, on a une activité de formation professionnelle payante pour des informaticiens et des informaticiennes, sauf que nous, on le fait gratuit pour les femmes, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai 6 femmes et 2 hommes en formation, ce qui change totalement d'autres formations. Donc, on peut faire en tant qu'école un certain nombre de choix, qui sont des choix biaisés, parce qu'en fait, les biais, ils existent et nous, on n'a pas peur de mettre en place des anti-biais qui viennent rééquilibrer un petit peu la situation. Alors, on se fait critiquer des fois pour ça, mais je pense que c'est aussi une manière de rétablir un petit peu la situation de manière peut-être pas équitable, mais de manière égalitaire, en fait, à la fin. Merci beaucoup. Alors, ce que j'entends comme un point commun qui survole vos contributions, c'est qu'autour de ces questions d'égalité, diversité, inclusion, il y a une oscillation entre ce qui est perçu comme un coût et un bénéfice. Alors ça peut être un coût matériel, former des gens, ça peut être un coût symbolique, comment je m'implique en incluant diverses causes parce que j'ai peur qu'elles vont déforcer la mienne, ça peut être un coût d'identité finalement. Qu'est-ce que vous avez comme regard, là je vous laisse la parole de façon ping-pong comme on dit, qu'est-ce que vous avez comme regard sur ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est le vrai coût? Est-ce que c'est vraiment un coût? Est-ce que c'est un investissement? On en a parlé récemment. Les bénéfices, est-ce qu'on doit toujours agir parce qu'on voit un bénéfice immédiat à court terme? Comment amener cette question du ratio coût-bénéfice dans ces programmes, dans ces initiatives? Alors, je vais peut-être donner la réponse la plus généraliste, comme ça vous pourrez... Non, je pense que l'impression ou le coût est une réalité qui est là, mais tout dépend de quel est l'horizon qu'on veut. Par exemple, si sur le moment, l'horizon, c'est de se dire, voilà, on aimerait une activité, il faut absolument que cette activité ait lieu à telle date, de telle manière, et c'est ça l'horizon. Là, peut-être qu'en effet, la discrimination, on le sait, ça a une influence sur les capacités de participation. Alors, pour X raisons, ça peut être ce jour-là, il y a des questions de garde d'enfants, il y a des questions de disponibilité, il y a des questions, voilà. Donc, si l'horizon, sur ce moment, il
il faut que cette activité ait lieu là, parce qu'il y a des investisseurs, parce que si et ça, etc., on sacrifie en effet la possibilité qu'il y ait peut-être une participation un peu plus variée. Si l'horizon il est de se dire en fait la qualité de cette activité va être augmentée par une participation variée, parce qu'en effet je vais dans votre sens, que l'intelligence collective qui en ressort, alors pas seulement dans les acquis, mais dans le dialogue, dans l'échange, dans les « ah mais je comprends pas, qu'est-ce qu'on veut dire », etc. Voilà. Donc cet échange-là qui est productif et qui peut entraîner des formes de conflictualité, si c'est ça qu'on valorise et que c'est ça la finalité, là l'impression de qu'est-ce qu'on a coût et bénéfice varie. Donc moi je pense que la question qui se pose c'est finalement quel est l'horizon et en fonction de cet horizon, qu'est-ce qu'on envisage. Et quand on parle d'inclusion, de diversité, je pense qu'on est plus ou moins toutes et tous d'accord que c'est un horizon en construction qui peut bouger, mais que peut-être qu'on oublie de le fixer à chaque activité. Et peut-être que ça peut être une stratégie, c'est se dire, voilà, là, quel est notre horizon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est cette activité dans ces temps ou est-ce que c'est telle chose avec une certaine qualité? Et à faire des choix par là. Mais je pense qu'il ne faut pas enlever l'idée de la personne qui vient avec, ouais, mais ça va faire ça, mais on n'aura pas ça. On peut l'entendre, mais du coup, on peut peut-être changer le discours et la perception de ce qui est amené comme un la raison d'être. Voilà, comme parce que c'est une réalité. Donc on peut être facile, enfin ça peut être facile de dire ouais mais en fait tais-toi et puis va. C'est dire ok, pourquoi est-ce que tu as l'impression que c'est un coût? Comment est-ce qu'on peut changer peut-être la perception? Et peut-être que pour le coup c'est vraiment ça et que on perd maintenant pour gagner plus tard. Ok. Est-ce qu'une autre personne a une réaction sur cette question-là? Je peux parler par rapport à parler de la tribune qu'on a signée avec 60 hommes patrons d'entreprise. Et du coup, je pensais qu'il y allait avoir des débats, notamment sur les prises de position. Est-ce que c'est le bon moment, etc. Est-ce que c'est bien? En fait, le débat, c'était de dire pourquoi on n'est que des hommes. C'était un peu un souhait d'origine. Et en fait, toutes les entreprises qui ont participé et d'autres qui auraient voulu, mais qui, du coup, par rapport un petit peu à l'écho, ont eu un peu peur, l'ont dit, mais nous, c'est clairement quelque chose qui nous ramène de la valeur. On ne l'a pas fait pour des raisons idéologiques, on l'a fait parce que ça nous amène de la valeur et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les entreprises, sous prétexte que le monde politique évolue, reviennent en arrière. Parce que justement, en tant qu'entrepreneur, si on le fait, c'est que ça a plus de valeur. Et bien évidemment que ça peut avoir des coûts, mais de nouveau, comme tu disais, c'est une question de mise en balance. Et je prends l'exemple de l'école 42, on ne fait pas plus de travail de communication qu'on facture, par contre on le fait que pour des femmes. Simplement, ce qu'on a remarqué, un truc assez sympa, c'est que quand on communique auprès des femmes, les femmes, on parle aux hommes, et l'inverse n'est pas vrai. Okay. Donc en fait, avec le même budget, on touche beaucoup plus de personnes, elles sont beaucoup plus diverses et variées. Et aux femmes. Et aux femmes. Hélène? J'aimerais reprendre les mots qu'utilise aussi Anna von Coubertin, quand elle, ou aussi déjà les présidents précédents, pour justifier l'argent que la société investit, ou les contribuables investissent pour les PFL. C'est considéré comme un investissement, mais la même chose pour l'égalité des chances. Je pense que la société a voté ces lois, elle souhaite l'égalité des chances, et donc elle fait cet investissement. Elle demande aux institutions d'utiliser à bon escient l'argent et utiliser l'argent à bon escient, y compris pour tout ce qui... Enfin, l'argent investi dans les recherches, l'utilisation à bon escient, c'est dans cette vision d'égalité, diversité et inclusion. Donc ça, je dirais même un des principes fondamentaux. Hein, ça vaut la peine des fois de relire la Constitution suisse, parce qu'on y trouve des choses en fait très importantes. C'est utile de l'avoir à l'esprit, y compris que c'est le bien-être des plus faibles, c'est ça la mesure du bien-être dans la société. Et dans ce sens, la société suisse ou les contribuables suisses investissent aussi leur argent pour la recherche en Suisse pour que cette recherche bénéficie réellement à tout le monde. Et pour que ça puisse se faire, les chercheuses et chercheurs doivent aussi être représentatifs, ou le plus représentatifs peut-être possible de cette diversité. Peut-être c'est aussi le moment de rebondir ce que Mme Dreyfus disait. Quand on dit les plus faibles, souvent j'ai l'impression qu'on s'imagine dans la tête comme ça que c'est un groupe déjà constitué. Par exemple, les personnes handicapées, ce serait un groupe constitué comme ça, alors qu'en fait je peux avoir un accident au ski demain et puis me retrouver en fauteuil, je peux vieillir et perdre ma vue, et donc quand on dit les plus faibles et que c'est un investissement de la collectivité, c'est au bénéfice de toute la collectivité quand même, et notamment, est-ce qu'on pourrait avoir un petit moment de qu'est-ce qu'on perdrait
si on revenait en arrière sur cette question de programme EDI, vous parliez, Mme Dreyfus, de la santé, et j'ai l'impression qu'on parlait tout à l'heure des questions de harcèlement. Si on ne faisait plus rien à ce niveau-là, est-ce qu'on aurait une baisse de la santé mentale générale sur le campus? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Pardon. Est-ce qu'on perd? Je pense réellement, il y a cet fameux exemple quand on parle de universal design, de ces courbes dans les trottoirs qui sont faits pour que les personnes en chaise roulante puissent aussi traverser les passages piétons. Et très souvent, c'est un exemple qui est utilisé pour montrer ces abaissements ont été faits pour les personnes en chaise roulante, mais tout le monde les utilise. Que ce soit la personne avec son caddie, que ce soit la personne avec la poussette, les personnes à vélo, tout le monde. Donc, en fait, ça veut dire qu'on regarde, y compris pour l'égalité des chances, je trouve que ça, c'est le privilège de travailler dans une position comme la mienne, on regarde l'institution à partir d'un point de vue l'égalité entre femmes et hommes ou égalité personnes en situation de handicap, ou peu importe, puis on se dit, quels sont les obstacles que ces personnes rencontrent, comment l'institution pourrait fonctionner un peu différemment, mais les solutions qu'on va trouver vont être bénéfiques pour tout le monde. Donc c'est ça le principe. Et comme aussi Mme Dreyfus l'a déjà dit, tout le monde va en profiter. Alors ça va peut-être, oui, ça demande des changements, et puis je trouve que c'est important, ce que vous dites, c'est très important, puis j'aimerais vous entendre un peu de quelles conclusions justement on doit tirer pour les mesures, de comment on les fait pour avancer dans le bon sens, mais permettre aux personnes quand même de se sentir le plus possible inclus et faire partie de ces avancées, même s'ils ne sont pas des experts ou experts, si ces personnes ont des questions peut-être qui peuvent paraître naïf. Donc voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si je répondrai tout à fait à la question, mais je pense qu'au-delà de quelle politique spécifique dans ce contexte-là on va faire, si on va faire des quotas, si on va se focaliser sur les modèles de rôle et les choses comme ça, au fond, il ne faut pas oublier que les inégalités sont créées par des tendances que l'être humain a de créer des catégories sociales. Si on n'avait pas créé des catégories sociales de manière psychologique, il n'y aurait pas d'inégalité comme ça. Le genre n'aurait pas l'importance qu'il a dans la société si on n'avait pas emphatisé les catégories sociales par rapport à ça. Donc je pense que c'est important de ne pas oublier que les actes que tout un chacun, que vous et moi, on a tous les jours, fait en sorte qu'on alimente ces catégories sociales-là. Donc je vous donne juste un petit exemple, mais simplement de dire aujourd'hui on fait les garçons contre les filles, c'est pas juste anecdotique. C'est-à-dire que ça emphatise encore le fait tiens, les garçons et les filles c'est pas les mêmes. Et là on va chercher tout un tas de stéréotypes, tiens on est différentes par ceci et ça, etc. Donc tout ce qu'on fait est aussi par rapport aux attentes qu'on a par rapport à une fille, par rapport à un homme, dans les interactions romantiques qu'on peut avoir par rapport à ça. Je pense que c'est important de se poser la question de mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais ça? Pourquoi j'ai cette attente-là envers une personne de ce genre-là alors que je ne l'aurais pas pour une personne de ce genre-là? Toutes ces attentes-là font en sorte que ça va créer des catégories sociales. Ces catégories sociales-là, elles ont une caractéristique, c'est d'être très simplifiées, c'est-à-dire qu'on va avoir en sorte d'augmenter finalement la perception d'homogénéité au sein de la catégorie et d'emphatiser les différences entre les catégories. Et l'autre chose, c'est qu'il y a toujours un gagnant et un perdant, parce que souvent les catégories sociales, ce sont des hiérarchies. Donc on a tendance à vouloir que notre catégorie sociale, elle soit la meilleure, et historiquement, il se fait qu'il y a un groupe qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi simplement dans les interactions qu'on a tous les jours, à se poser la question de, tiens, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça a une répercussion au niveau social? Alors ça va être une question, tu voulais intervenir Pamela? Ouais. Juste sur qu'est-ce que... j'aime bien la manière dont ça a été formulé, qu'est-ce qu'on aurait à perdre, mais alors ça paraît bateau comme ça, mais je vais puiser là dans les écrits des féministes, notamment afro-américaines, parce qu'elles venaient beaucoup avec ce discours pacifique. En fait, on perd en paix. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de réfléchir à la démocratie, à la paix sociale sous ces termes-là, mais de fait...
le fait de brimer des catégories sociales, elles ne vont pas rester brimées ad aeternam. C'est qu'à un moment donné, même si on a l'illusion où on crée tout un appareil pour les soumettre, ou, que ce soit par la violence, par violence symbolique, etc., tout le dispositif qu'on veut ou pas, au final, les personnes se soulèvent. Donc, c'est des paix illusoires de croire que la paix peut être construite sur la domination quelconque. Donc, je pense que c'est cet horizon-là qu'on a en commun, à savoir la volonté d'être des sociétés aussi égalitaires que possible, aussi pacifiées que possible. Et donc, les questions des injustices liées au sexisme, les questions d'injustices liées au racisme et à toutes les autres formes de discrimination sont fondamentalement des enjeux de paix. Donc, pour le gars qui est chez lui, on voit bien alors il va dire c'est la faute des féministes, au lieu de se dire non, en fait, c'est la faute de son sexisme, que pourquoi il n'a pas la paix du ménage, il n'a pas ce qu'il veut, etc., parce qu'il ne fait pas le nécessaire. Donc, quand il apprend à faire le nécessaire, il aura toute la paix qu'il veut. Voilà. Avant de passer la parole. Alors, je voulais juste rajouter là-dessus, parce qu'on parle de paix, etc., puis qu'est-ce qu'on aurait à perdre. Et oui, on aurait à gagner la paix. Et il y a une recherche de Google qui avait été faite sur... ils essayaient de définir ce qui faisait qu'une équipe performe plus qu'une autre. Et la conclusion de ces recherches, c'était que les équipes qui étaient les plus performantes étaient les équipes où il y avait la sécurité psychologique. Et je pense qu'on peut mettre en place, on parlait de coûts tout à l'heure, mais on peut mettre en place des choses qui coûtent, en tout cas qui coûtent rien en termes monétaires, elles coûtent peut-être un peu de temps. Et ça peut commencer par simplement souhaiter la bienvenue à un nouvel employé, lui assigner, dans les sociétés américaines, on va appeler ça un buddy, qui va l'accompagner pendant deux semaines et qui va s'assurer que cette personne ait accès à toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir être performante, pour pouvoir se sentir inclus. Et quand on se sent inclus, eh bien, et on se sent en sécurité psychologique, eh bien là, on peut être performant. Christophe, tu veux réagir ? Je vais aller à contresens pour changer. C'est que à l'heure actuelle, il faut être conscient que pour beaucoup d'hommes, alors pas la majorité, mais pour beaucoup d'hommes, on est en train de perdre des avantages, alors qui étaient indus, bien évidemment. Et moi, en tant qu'homme blond de 50 ans, j'avais des avantages parce que j'avais automatiquement plus de pouvoir, etc. Et ça change. Et tant mieux, alors mon avis. Mais effectivement, pour certains, ça fait peur. Et je pense qu'il y a une perception de la perte qui est plus forte que la perte elle-même, parce qu'à l'inverse, on peut enfin être un peu moins mal, puis on a le droit de pleurer, et puis voilà, donc c'est plus cool aussi. Mais ça, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les mouvements masculinistes, ce qu'on voit dans les réactions actuelles, on parlait de Trump et compagnie, c'est vraiment cette impression qu'on est en train de perdre du pouvoir, et c'est vrai. Et c'est normal, parce que quand on rééquilibre, il y a bien un moment donné que pour que certains en aient un peu plus, certains doivent en perdre. Il faut juste être conscient de ça. Il ne faut pas s'offusquer, il faut réagir, il faut résister, il ne faut pas reculer. Et c'est important de discuter avec les gens qui ont ces réactions, qui vous disent « ouais, on ne peut plus rien dire ». C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs la thèse de Carol Gilligan que le patriarcat se perdure parce qu'il permet de faire semblant qu'on n'est pas affecté par la perte en général. Et je voulais juste aussi réagir sur le fait qu'au-delà de ce qu'on a évoqué, il y a aussi la question du bonheur que vous avez évoqué juste avant, c'est-à-dire pourquoi on fait ce qu'on fait, ultimement, pourquoi on a les passions qu'on a, pourquoi on s'engage dans ce qu'on a. C'est une notion qui a du mal à trouver peut-être sa place, mais j'ai trouvé très intéressant que vous la rameniez dans les conseils que vous donniez aux générations futures, c'est que l'enjeu de la vie ensemble, c'est aussi ça, comme tu dis, il y a la question de la paix, mais pourquoi est-ce qu'on veut être en paix ? C'est parce que ça mène aussi à ça. On doit arrêter dans 3-4 minutes. Vous avez un cours à donner, Mme Inzerid. Et je voulais quand même laisser la place à une ou deux questions, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ah, il y en a une là. Oui, bonjour, merci pour cette discussion très intéressante. Je demandais par rapport à la complexité du dialogue et en même temps la simplification qu'on voit dans le discours de la société, aussi à travers les réseaux sociaux, quel est l'impact, comment est-ce qu'on peut changer la manière dont on communique, ainsi que ça présente toute la complexité de ce problème sans le simplifier dans des catégories qui après vont rendre la situation encore plus polarisée.
c'est très difficile pour moi de donner des conseils, souvent je déteste ça, mais là, vraiment, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de parler sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'aller sous le fil d'actualité de quelqu'un qui a dit quelque chose qui vous outre profondément et dire « Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi, t'es un connard, blablabla ». Ça ne sert à rien. Donc, je pense, globalement, il faut ouvrir des espaces de débat qui sont différents de ceux-là, en fait, de plus en plus, et faire en sorte... En général, on a parlé de l'importance de l'éducation, et je pense à un moment où le Conseil fédéral a prévu des coupes sur l'éducation, je pense que c'est important de rappeler que l'importance que ça peut avoir pour tout un tas de choses, finalement d'être éduqué, de savoir comment est-ce qu'on peut approcher une question en étant ouvert, en ayant un certain esprit critique, et de pouvoir converser avec une personne, même si elle a une position un petit peu différente. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut mettre en place des espaces plus physiques, et puis essayer un petit peu de mettre en arrière ces réseaux sociaux. Aller regarder des gâteaux et des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, c'est super, mais parler politique, ça ne marche pas toujours très bien. Les chats, oui, mais le reste, on va s'arrêter. Je rebondis rapidement sur ce qu'il vient de dire. Je pense, alors, réseaux sociaux, on peut avoir chacun sa stratégie, mais même dans son entourage, on sent, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous tous dans la salle, mais même dans l'entourage, on sent ces polarisations. Les repas de famille deviennent un peu compliqués selon le sujet, mais je pense que là, c'est aussi des terreaux intéressants, les amitiés, les familles, les relations, c'est des terreaux où on est investi émotionnellement. Souvent, le coût de la perte est lourd, et donc on est peut-être un peu plus en volonté de trouver des solutions, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas minimiser ça, surtout qu'il y a des sphères qu'on n'arrive pas à atteindre. On ne pourra pas faire changer Elon Musk, enfin, je pense qu'on doit se faire à cette idée-là. Mais par contre, nos amis, nos familles, etc. Voilà, donc ça marche aussi de faire des actions, mais si chacun le fait à son niveau, ça peut quand même calmer un peu les choses, quoi. Alors, par respect du timing, Madame Witzenried, vous êtes libérée, il est 45, donc si vous devez fuir vers votre cours, ne vous sentez pas briser le décorum. Mais s'il y a encore une question, vous avez encore 5 minutes, on peut en prendre une. Ouais. Il y en a une par là, ouais, il y a une main là-bas. Alors, merci beaucoup pour tous vos apports. Je voulais revenir sur la question de la distinction entre petits garçons et petites filles. On joue les garçons contre les filles. Le fait de mentionner explicitement cette différence des filles par rapport aux garçons, mais en même temps, pour lutter contre les inégalités, il faut bien expliciter le fait qu'il y a le fait que les femmes, par exemple, pour les favoriser, ou pour mentionner il manque des femmes dans ce secteur, je suis une femme dans ce secteur et le marquer. Donc, cette question, est-ce qu'il vaut mieux essayer d'effacer les genres, essayer de ne pas mentionner qu'on est une femme, essayer de l'oublier pour éviter cette charge mentale, ou au contraire, expliciter, mettre sur la table la question du féminisme, mais la proportion des femmes, mais dans ce cas-là, comme vous avez dit, ça crée des distinctions qui vont engendrer ensuite des réactions, des comportements sociaux genrés. Oui, merci. C'est très intéressant et personnellement, je n'ai pas la réponse parce que effectivement, je trouve que c'est un paradoxe, et un paradoxe que je vois là, parce que d'un côté, vous avez raison, jouer la carte de la colorblindness, voilà, on est tous égaux et puis faites ce que vous faites et puis finalement tout va bien se passer, ça ne marche pas. Donc il faut effectivement faire en sorte de mettre les points sur les i et notamment, en tout cas, de mentionner quelle est l'ampleur des inégalités sur différentes dimensions. Donc, et pour ça, il faut mentionner les catégories sociales. Il faut dire que X est avantagé par rapport à Y. Maintenant, cela étant dit, c'est que si on fait ça à outrance et dans différentes sphères de la société, ça va créer des catégories sociales, quoi. Psychologiquement, on va traiter ça comme étant des gens qui sont similaires entre eux et qui sont différents de ces autres personnes-là. Donc, je n'ai pas la réponse à ça. Je pense qu'il n'y a pas une réponse simple. Et puis que souvent, c'est une question un peu de milieu, de contexte. Donc, voilà. Oui, j'aimerais abonder dans ce sens. Je pense on peut nommer les catégories, il faut les nommer. Et puis, il faut travailler avec les gens qui ont envie de faire évoluer les choses. En général, les gens sont pour l'égalité.
Et puis après, peut-être la manière dont s'y prendre, il faut négocier, il faut discuter, qu'est-ce qui est possible, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et puis les gens, une fois qu'ils voient qu'il y a du progrès, en fait, les gens sont fiers et ont envie de continuer. Il ne faut pas en faire justement un combat de tous les instants, mais il faut trouver des objectifs. C'est là où on trouve un terrain aussi d'entente, se dire oui, ça c'est important. On est tous d'accord, oui, là on a envie d'améliorer. Donc comment est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on peut aller dans ce sens. Et puis les gens, quand les personnes se sentent amenées ou disons intégrées, sont souvent de bonne volonté. Il y aura toujours les autres, mais on ne va pas non plus leur donner toute cette place pour nous pourrir la vie. Voilà. Concrètement, si je donne l'exemple de l'informatique où on a vraiment cette situation d'un métier très genré, aujourd'hui c'est très important de montrer les rôles modèles femmes, de communiquer auprès des femmes, etc. J'espère que ça ne sera plus le cas dans 5 ou 10 ans. Mais c'est là où il faut s'adapter. Et par contre, si demain je communiquais sur les migrants, j'ai de nouveau un message de diversité. Donc je peux avoir différentes stratégies qui doivent évoluer. Et puis je crois beaucoup au test and learn, c'est-à-dire qu'on essaye, on regarde ce qui se passe. La difficulté, c'est que le temps est long. C'est-à-dire que les efforts qu'on a faits depuis 2 ans commencent à payer leur prix aujourd'hui, par exemple au sein de l'école 42, où on commence à avoir plus de femmes. Donc il faut aussi savoir tenir un peu la durée et puis de créer, parce que ce qui est vrai pour la diversité des genres, notamment d'avoir un environnement safe où je suis respecté, elle est vraie pour la diversité des cultures et la diversité des âges. Donc de nouveau, les fondamentaux sont les mêmes. Et puis de varier les messages, ça évite de dire « Ah, mais c'est toujours des femmes que je vois dans les pubs de 42 ». Non, il faut aussi varier un petit peu ça. Merci beaucoup. On est arrivé au terme du temps qu'on avait, donc je voudrais vous remercier toutes et tous, ainsi que les personnes qui sont venues assister à la discussion pour ce moment. Applaudissements, s'il vous plaît. J'ai pas le Twitter. Alors, il faudrait... On me fait signe d'annoncer la slide suivante sur les événements qu'on a. Voilà, super. Donc vous pouvez visiter les pages qui sont affichées derrière moi. Il y a les prochains événements, donc le Théâtre Forum sur le harcèlement. Et puis, vous connaissez peut-être l'application, dans l'application EPFL, le Trust Point, en cas de besoin. Le QR code est là. Allez-y, c'est le point d'entrée vers toutes vos questions sur le sujet égalité, diversité, inclusion. Voilà. Merci beaucoup.